Une question pour Ingrid Bertin. Alors, quand je vois vos référentiels, est-ce que ça pourrait préfigurer une forme de normalisation, de régularisation de ces matériaux, donc cadré pour un peu rassurer aussi les assureurs? Les assureurs se sont mobilisés ces dernières années. L'AQC, l'Agence Qualité Construction également, et le CSTB. Donc tous les guides de la Fondation Bâtiment Énergie étaient coordonnés par le CSTB. Donc je pense que ce sont les mieux placés pour éventuellement porter ces projets pour que ce soit des règles professionnelles. Aujourd'hui, on a un cadre avec des assurances, des techniques courantes, non courantes qui existent. Le réemploi doit trouver sa voie dans ce cadre et voir s'il y a à un moment donné une normalisation des règles professionnelles qui sortent de là. En attendant, on agit aujourd'hui comme on peut. Voilà. Hugo Bonnet, quand vous faites une moue comme ça, est-ce que ça vous ferait pas un frein à vous de toutes ces règles, ces normes? Bon, pour information, on avait demandé à ne pas poser cette question, donc parce qu'on n'est pas forcément d'accord. Non, mais en tout cas, il y a un véritable enjeu qui est comment, encore une fois, passer du particulier au systématique. C'est-à-dire que tous les projets dont je vous ai parlé, en fait, sur chacun de ces projets, on a mis en œuvre des matériaux de réemploi et on a réussi à les faire valider par les contrôleurs techniques des projets, on a réussi à les faire valider par les assureurs des projets, et ça s'est très bien passé. Par contre, on l'a fait, nous, de notre côté. Et donc aujourd'hui, il y a un véritable enjeu de savoir comment est-ce qu'on met toute cette connaissance, tout ce retour d'expérience qu'on a pu avoir au commun de tout le monde pour justement changer d'échelle. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Après, je voudrais quand même vous rassurer, encore une fois sans mauvais jeu de mots, pour 60%, peut-être 70, voire 80% des matériaux, il n'y a pas de question à se poser. Un toilette de réemploi, c'est un toilette de réemploi. Il suffit juste de le nettoyer, de le détartrer un petit peu, il est comme neuf et il n'y a pas de question en fait. Voilà, donc c'est aussi pour reprendre un peu de recul, et c'est vrai que cette question un peu de valider que les performances des matériaux qui se fait aujourd'hui, du coup, encore une fois, au cas par cas, et qui se fait très bien, ça concerne qu'une petite partie des matériaux. Merci pour cette clarification. Une question, on vous écoute. J'avais juste une question pour Luca de Franceschi sur le fameux 1% qui était présenté avant. À quoi il correspond? Est-ce qu'il correspond à ce qu'il faut payer en plus en reconditionnement des matériaux, ou à ce qu'il faut payer en plus un BET pour qu'il puisse penser le réemploi? À quoi il correspond exactement? Et Non. après, plus généralement, sur l'argent, sur comment ça coûte au niveau du réemploi en termes de surcoût? Par rapport au surcoût, on peut avoir des surcoûts, certes, mais on peut ne pas en avoir. Ça dépend vraiment des cas. Nous, on estime qu'on n'en a pas et on dédie cet 1% du montant de travaux au réemploi. C'est-à-dire que dans le marché de travaux par la suite, on va demander qu'il y ait en fait 1% du montant global soit dédié justement à acheter des matériaux, si on n'en a pas sur place, qui proviennent en fait de la filière emploi. Donc, c'est comme ça qu'on l'a prévu, en fait. Donc, pour nous, aujourd'hui, on considère que le réemploi rentre parfaitement dans l'économie globale, en fait, d'une opération et ne pose pas véritablement des difficultés économiques. C'est pas là le frein, surtout si on sait cibler les matériaux. Vu le prix du béton, est-ce que casser une poutre aussi minutieusement, est-ce que c'est pas un contresens économique? Clairement, que ce soit au niveau environnemental qu'économique, évidemment qu'on a un très gros potentiel à réemployer ces éléments. On y gagnera alors sur le plan environnemental. Donc pour moi, déjà, la question ne se pose même pas économiquement. Enfin, voilà, l'action, elle est sur l'environnement. Et puis évidemment, construire, recouler le béton. Là, on a quand même donc sur le portique le volume qu'on récupère, on ne va pas le repayer. Donc on repaye que la petite partie de clavetage. Donc évidemment, voilà, ça coûte rien. Il y a éventuellement du transport si on change de lieu, mais c'est rien, parce que de toute façon, même pour construire, il va falloir amener des matériaux neufs. Donc voilà, il n'y aura pas, évidemment. Le gain environnemental n'a pas de prix, quoi, quelque part. Ah. Alors, si, justement. Si, il va avoir un prix en plus, le gain environnemental. Avec, oui, un prix ouais, positif, on va pouvoir le quantifier. Mais ouais, et juste pour finir, en fait, donc pour le projet donc avec 3F sur Amelot, donc là, on a eu les réponses des entreprises. Je vous tairai les noms, je vous tairai les chiffres, etc. Mais donc sur le projet au global, on perd 1 000 €.
Voilà, donc il y a une dizaine de solutions de réemploi qui sont là. Alors après, du coup, sur cette dizaine de solutions, en fait, il y en a qui explosent les budgets, mais il y en a d'autres qui rattrapent les budgets, donc il faut aussi le regarder dans sa globalité. Voilà, donc c'est aussi pour faire ce petit retour d'expérience. Est-ce que finalement, on ne sera pas obligé de travailler comme ça pour atteindre les objectifs de l'ère 2020 ? Et si oui, est-ce que vous pensez que les maîtres d'œuvre, les architectes, les bureaux d'études sont prêts, puisqu'elles rentrent en vigueur là dans quelques mois, quelques semaines. Donc comment vous voyez un peu cette perspective ? Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, quand on fera le calcul ACV, donc de l'impact carbone de notre bâtiment, dans le cadre de l'Aéro 2020, les matériaux de réemploi compteront zéro. Peu importe, qu'ils soient transformés, qu'ils viennent de Finlande ou quoi que ce soit, ils compteront zéro. Donc c'est quand même un levier très très fort là-dessus. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit prêt, alors pour les côtoyer au jour le jour, mais par contre, moi je me rends compte que, parler avec des archis, des maîtres d'ouvrage, des concepteurs et des bureaux d'études tous les jours, que ceux qui le sont, ils sont plus motivés que jamais et qu'un chantier, c'est une histoire de personnes qui travaillent sur un projet et que c'est ces personnes-là qui pourront faire changer les choses. Voilà, ça c'est... Vous voulez aussi répondre, Katharina Gatti ? Oui, nous, justement, sur la posture du Louvre, j'ai présenté les projets plutôt à l'échelle du bâtiment, mais on a fait du réemploi in situ aussi sur des petits éléments, notamment sur la façade en pierre, nous avons coupé des allèges au niveau des chaussées que nous avons ensuite redécoupées et utilisées pour le calpinage de la cour. C'est des petites choses, mais c'est vrai que quand tu te trouves avec des contraintes, effectivement, c'est un jeu de créativité et je pense que tout le monde s'est beaucoup amusé à le faire. On l'a fait sur la cour et on l'a fait aussi dans les bureaux de poste. Et on s'est effectivement amusé avec des dimensions des pierres, notamment qui étaient préexistantes. Ce n'est pas toi qui décides, mais tu travailles avec ce qui est déjà là et ça nous a beaucoup amusé. Une question à ma gauche. Oui, bonjour. Je me posais une question sur le réemploi de matériaux, surtout en particulier de l'acier. Est-ce qu'on aurait une problématique normative de réutiliser des matériaux ou des éléments d'assemblage en particulier et de les réutiliser sur d'autres projets, sachant qu'ils ont eu déjà certaines sollicitations, ils ont déjà été... ils ont déjà fait un petit peu leur vie. Est-ce que normativement, on est autorisé actuellement à réutiliser ce genre de matériaux ? Pour la pièce elle-même, oui, il va falloir caractériser l'élément. En tant qu'ingénieur structure, c'est sûr qu'on ne peut pas se contenter d'un contrôle visuel. Soit on en retrouve la trace, on a la nuance d'acier, etc. Et puis on arrive à s'en sortir. On a le mode de preuve, on en discute aussi avec le bureau de contrôle assureur et ça peut très bien se passer. L'acier, pour le coup, on a une meilleure traçabilité. La filière est quand même aussi bien établie, la traçabilité existe. Donc on a peut-être un peu plus de chances de caractériser facilement un élément d'acier. Pareil pour les pathologies, contrairement au béton, peut-être un peu moins de pathologies, en tout cas sont visibles aussi, identifiables. Donc voilà, c'est peut-être un atout de ce matériau. Mais bon, voilà. En tout cas, effectivement, la question est là. En tant qu'ingénieur, on ne peut pas juste se dire chouette, il y a une poutrelle, c'est bon. Il faut quand même aller plus loin et puis mobiliser les expertises nécessaires. Et chez Cycle Up, comment vous justifiez justement la stabilité de ces éléments d'assemblage qui ont certainement été sollicités durant toute leur vie ? Alors nous, on n'est pas un bureau d'études structure, donc on appelle nos copains bureaux d'études structure qui le font à notre place. Non, mais on bosse avec des personnes qui le font. Moi, je voudrais juste faire un parallèle avec la rénovation. Parce qu'en réalité, cette question, on se la pose un peu moins en réno. Alors que les poutres, elles restent quand même en place, mais on ne va pas vérifier boulon par boulon. Et donc, en fait, à partir du moment où on se conforme à une norme qui ne parle que de performance et que ton matériau, tu as prouvé ces performances-là, il n'y a pas de problématique de norme. Ça appelle aussi à créer cet acteur qui est le diagnostiqueur et celui qui va caractériser. Et il y a quand même un sujet de responsabilité. Voilà, il faut apporter la preuve, oui, mais qui va certifier que
que l'élément apporte effectivement la preuve. Alors nous, dans le groupe CETEC, on a un laboratoire, on a le LERM, qui est spécialisé sur les bétons. Donc là, voilà, c'est des opérations de carottage. Il y a des exemples où on sécurise par un déclassement. Donc si on sait que voilà, la fonction était... semble-t-il, voilà, une telle charge, voilà, on peut déclasser les portes. Si c'est une porte coupe-feu, on peut la réemployer en porte simple. Voilà, c'est des petits déclassements qui permettent quand même de réemployer. Certes, pas exactement au même niveau qu'espéré ou que ce qu'on avait initialement, mais bon, ça permet voilà, de ne pas forcément démarrer l'usine à gaz d'un protocole complet de caractérisation qui peut être assez lourd. Mais il y a certains cas où ça peut valoir le coup aussi de le faire. Hein. Il y a des choses où ça se fait. Est-ce que, je ne sais pas qui on peut poser la question, est-ce que vous avez des freins avec les bureaux de contrôle, par exemple, sur vos opérations, ce qui vous voit arriver en disant attention, réemploi, non, ça ne va pas passer? Heureusement, on est accompagné par de bons bureaux d'études qui nous aident. Certes, il y a on a eu des problématiques, notamment en l'eau, effectivement. Il y a eu en fait des filières qu'on a dû abandonner parce qu'elles ne passaient pas, notamment pour des questions de contrôle au feu, justement. C'est ça qui est, je pense, c'est un des sujets les plus sensibles, le contrôle au feu. Question là-bas au fond de la salle. Oui, par rapport à la caractérisation des matériaux, dans les exemples que vous avez donnés, du coup, il y a deux tendances. Soit on fait des essais de chargement sur la structure pour évaluer sa résistance, soit on applique un abattement sur la limite élastique du matériau où on prend la limite la plus basse qui existe. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent dans la pratique de faire plutôt l'un ou l'autre? En fait, les deux ne sont pas forcément séparés. C'est qu'il peut y avoir les deux, en réalité. Il peut aussi y avoir des caractérisations plus fines de l'acier et en même temps, à côté, un déclassement. Ce n'est pas forcément complètement séparé. Sur les textes, on va avoir du coup un avis assez différent. En fait, peut-être que finalement, appliquer l'Eurocode tel qu'il est aujourd'hui, ça peut suffire, en considérant peut-être une nuance inférieure ou en remettant à l'intérieur la limite élastique telle que tu as pu la déterminer par tes tests. Peut-être que ça suffit en fait. Voilà. Après, sur les pratiques, je pense qu'on est quand même dans des pratiques expérimentales. On a parlé des projets, donc pour avoir des tendances, ouais, c'est peut-être un peu compliqué de se prononcer là-dessus, mais bon, pour l'instant, on est plutôt dans une démarche. À partir du moment où il y a une volonté, que ce soit l'un ou l'autre, on va étudier. Puis ça sera plutôt peut-être aussi les délais, les coûts, voilà, qui pourront peut-être écarter l'une ou l'autre des solutions pour en favoriser une autre. Voilà, donc ça, c'est un peu compliqué d'avoir des retours d'expérience à ce niveau-là, puisqu'on est quand même... dans les balbutiements de la pratique. De toute façon, j'ai un peu l'impression que ça se fait un peu en marchant, quoi, ce genre de projet. Effectivement, je retenais l'idée du CCTP à trous, justement, pour se laisser une marge de liberté, une marge de manœuvre sur le chantier, pour pouvoir un peu ajuster, passer du remploi ou pas, et se donner la possibilité de le faire. Une question, on va dire quasiment une dernière, une question... Bonsoir, Francis Kelledjian d'ArcelorMittal. Je vais donner quelques éléments de réponse complémentaires peut-être des vôtres. Concernant cette question de caractérisation des matériaux, la date de réalisation du bâtiment va être aussi un élément pour choisir une technique ou une caractérisation éventuellement du matériau. Très souvent, la déconstruction du bâtiment ou le démontage du bâtiment, il se fait avec une identification de certaines zones de démontage. Quand on désolidarise des pièces métalliques, souvent au droit d'un assemblage boulonné, eh bien en fait ce démontage, il se fait souvent en sacrifiant des boulons. Et la préoccupation est de préserver les pièces qui sont la valeur et pas nécessairement les boulons qui sont une valeur résiduelle. Est-ce que nous allons prendre une dernière question éventuellement, là-bas, tout au fond à droite? Justement, vous en venez à la question du recyclage. Quelle est la part de recyclage d'acier dans les nouveaux profilés qu'on pourrait mettre en œuvre avec... Alors, celle que je montrais tout à l'heure, c'est 67% d'acier recyclé. Par contre, ce que je montrais également tout à l'heure, c'est qu'en réalité, entre cette poutre recyclée et la poutre réemployée, il y a une différence de 80% de l'impact carbone. Donc recycler, c'est très bien. Je pense qu'il faudra continuer à le faire. On continuera à le faire. Mais par contre, si on veut avoir un véritable impact au niveau du carbone, je pense qu'il faut plutôt privilégier le réemploi.
Alors, on avait vu à la première conférence que l'acier était recyclable à 93%, donc quasiment à 100%. Et de là que vient le sujet aussi de ce cycle de conférences. Il y avait une dernière question, je prends donc cette dernière question. Merci pour ces interventions. Je voulais juste savoir si aujourd'hui il y avait des formations qui existaient justement pour les diagnostics ressources, et puis éventuellement savoir si ça pourrait devenir une future mission pour les architectes ou pas. Très bonne question. Voilà. Merci. J'avais envie de dire un mot, parce qu'effectivement, on parlait, est-ce que les acteurs sont prêts, etc. Il y a un gros besoin de formation, mais de tout, hein, des définitions. Qu'est-ce que le réemploi, le recyclage, c'est encore flou dans beaucoup d'esprits et des acteurs de la construction. Donc justement, effectivement, nous, on accompagne aussi sur les formations plutôt aussi, enfin voilà, de la base, quoi. Qu'est-ce que l'éco-conception, qu'est-ce qu'on entend par bilan carbone, ACV, enfin c'est tout un vocabulaire qu'on est en train un peu de découvrir et que tout le monde balance. Économie circulaire, qu'est-ce que ça induit? Là, nous, on travaille avec l'ADEME sur les piliers de l'économie circulaire dans le bâtiment. L'économie circulaire, c'est le plus large. Dedans, il y a l'éco-conception, il y a l'économie sociale et solidaire, il y a l'économie à fonctionnalité, il y a la chronotopie, enfin, il y a tout un tas de choses. Effectivement, nous aussi, on accompagne les acteurs là-dessus sur des formations, parce que c'est vraiment c'est nécessaire pour qu'on aille tous dans le même... prendre tous le même chemin, il faut déjà qu'on comprenne de quoi on parle, et c'est très compliqué avant de massifier. Et puis voilà, il y a après les formations spécifiques de diagnostic, un diagnostic ressources, un diagnostic PEMD, qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce qui est du cadre réglementaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça demande quand même effectivement de s'entourer de connaisseurs quand même pour passer un petit peu, s'acculturer et puis ensuite aller plus loin. Je pense que c'est un bon mot pour la fin, parce qu'effectivement, on doit se former. Je dis nous, parce que moi je suis architecte, il faut qu'on se forme, il faut, à mon avis, répondre à ce virage, ce changement de paradigme, de cette autre manière de construire. Alors, je trouve que, je vous remercie, Hugo Bonnet, Ingrid Bertin, Caterina Gatti, Luca de Franceschi, pour la qualité de vos échanges, de vos présentations. C'était vraiment passionnant, et surtout la qualité de ces échanges avec la salle. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, sur la chaîne YouTube de Construire Acier pour partager cette conférence. Vous pouvez, bien sûr. Et puis, je vous donne rendez-vous le 8 décembre pour une autre conférence qui va avoir une thématique complètement différente, mais c'est sur l'architecture paramétrique et l'intelligence artificielle au service de l'architecture. Donc ça, c'est aussi des sujets passionnants. Et je vous invite à prolonger ces discussions de manière informelle autour d'un verre. Et merci de votre participation.